Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Pour une vidéo un petit peu spéciale, il ne s'agit pas d'un point de marché, mais d'une vidéo en plein cœur de l'actualité et qui concerne les retraites. D'ailleurs, on voit bien un petit peu tout ce qui se passe. Alors, sans perdre de temps, le titre de cette vidéo, alors titre un petit peu choc qui s'intitule Comment mettre en échec la réforme des retraites de Emmanuel Macron. Alors, il ne s'agit pas d'un pamphlet politique contre le président de la République. Moi, je ne fais pas de politique ici, mais comment chacun d'entre nous, à notre niveau, on peut mettre en échec cette réforme des retraites qui est injuste quand même pour un grand nombre d'entre nous. D'ailleurs, on le voit, c'est une photo, un cliché d'une manifestation où on a une pancarte, tu nous mets 64, on te remet 68. Donc en allusion aux, aux grèves massives de mai 68. Alors, sans plus attendre, alors le titre peut paraître choc, mais derrière, il est possible à chacun, à son niveau, de mettre en échec cette réforme. Alors, tout d'abord, un petit point. Donc, je rappelle, j'organise un événement, un live sur les investissements le mardi 11 avril 2023 à 20 heures. Donc, l'inscription, elle apparaît en description de la vidéo. Vous avez le lien aussi ici, si vous voulez le recopier, mais il est aussi en description. Vous cliquez dessus. Et là, je vais parler, ça sera en comité. Donc, ça ne sera pas retransmis, attention, il n'y aura pas de retransmission, il n'y aura pas d'enregistrement. Donc, c'est intéressant d'y assister où je vais présenter des stratégies d'investissement patrimonial. Donc, il ne s'agit pas de faire de la spéculation sur les marchés, je n'ai pas cette prétention-là. Il s'agit vraiment de faire des investissements patrimoniaux, père de famille, mais qui en même temps peuvent rapporter de bons rendements. Voilà pour cette petite parenthèse, on va dire, publicitaire. Mais l'objectif de cette vidéo, évidemment, n'est pas de parler de cet événement que j'organise le mardi 11 avril à 20 heures, mais vraiment de vous sensibiliser sur ce qui se passe actuellement avec les réformes des retraites qui n'arrivent pas là par hasard. Qui n'arrivent pas là par hasard. Et je vais vous le montrer tout de suite. Alors, actuellement, et c'est pas pour faire de la politique, Emmanuel Macron est clairement le président des riches. Et je vous cite cet article, quand même, qui a été fait dans Forbes, publié dans 20 minutes. Donc, vous voyez, on parle quand même de médias. Vous pouvez facilement avoir accès à ces articles. Ce n'est pas des médias complotistes. C'est vraiment du mainstream. Et Forbes, c'est pas un média qui est entre guillemets anti-riche. Et pourtant, même dans ces magazines-là, on a clairement des spécialistes qui interviennent pour dire que on a un État, un gouvernement qui réellement fait la courte échelle aux plus fortunés. Et donc on voit ici, on a un constat, un État docile avec les milliardaires, et ça c'est un constat euh, formulé par Camille Herlin-Guiré, chercheuse au CNRS. Donc là encore, les CNRS, vous voyez, c'est quand même des sources, des grosses sources, quoi, spécialiste des inégalités de richesse, de patrimoine et de l'impôt. Et en fait, c'est ce qu'elle dit, alors que les idées reçues parlent d'une France où l'argent n'est pas le bienvenu et où les riches sont surtaxés, les politiques fiscales visent au contraire à peu imposer les milliardaires et le classement le montre. On a aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'homme le plus riche du monde. Je vous en avais parlé, Monsieur Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche au monde. Et maintenant, on a la femme la plus riche au monde, qui est aussi française, qui est Madame Bettencourt. On voit bien que c'est pas uniquement lié à leur génie. Alors certes, ce sont pas entre guillemets des branleurs. On n'arrive pas à ce niveau en ne faisant rien, mais ces personnes sont très largement aidées par un État complaisant, par un président et un gouvernement qui sont à fond, à fond, à fond pour la constitution de grosses fortunes. Et donc, en fait, c'est ce qu'elle explique, pour la chercheuse, les personnes fortunées sont peu concernées par l'impôt sur le revenu, puisque leur richesse vient moins d'un salaire que d'un patrimoine et la détention d'actions. Alors moi, je complète, ils n'ont pas que des actions, ces personnes, ils ont aussi beaucoup d'immobilier, ils investissent dans des dispositifs aussi fiscaux. Donc,
Il n'y a pas que des actions. L'impôt sur la fortune a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, mais prélève beaucoup moins, 1,67 milliard d'euros en 2021 en France, selon la Direction générale des finances publiques, contre 4,2 milliards d'impôts sur la fortune en 2017, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et là, c'est une source officielle, c'est la Direction générale des finances publiques. Donc, les impôts, l'administration fiscale, là encore, c'est documenté. Et donc, évidemment, certains vont dire, oui, mais il reste l'impôt sur les sociétés, mais là encore, il est peu efficace parce que beaucoup de filiales des grands groupes se trouvent notamment dans des paradis fiscaux, hein, et à contrario, l'État a donné des aides importantes aux grands groupes, notamment le crédit impôt recherche et le crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi. Et évidemment, ce sont les ultra riches qui en profitent sans avoir à rendre compte de comment ils utilisent cet argent. Donc, crédit impôt recherche, crédit compétitivité emploi, mais il n'y a aucune contrepartie en face. Et donc, du coup, bah, on a des milliardaires qui sont de plus en plus riches, et on a aujourd'hui l'homme le plus riche du monde est français, la femme la plus riche du monde est française, et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Monsieur Bernard Arnault, ça fait des décennies qu'il fait du business. Madame Bettencourt, c'est une famille, c'est une dynastie qui existe depuis belle lurette. C'est pas un hasard, c'est maintenant qu'ils accèdent au sommet de la fortune. C'est en grande partie aussi grâce à un gouvernement qui fait des lois en faveur de ces personnes. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, c'est pas forcément le sujet. Mais évidemment, il n'y a pas d'argent magique. C'est-à-dire que pour habiller Paul, il faut déshabiller Pierre. Et donc, évidemment, la seule variable d'ajustement, c'est l'allongement de la durée du travail. Hein, le gouvernement ne veut pas augmenter l'impôt des plus riches. C'est pas que c'est impossible, il ne veut pas. Même aux États-Unis, on est en train de remonter l'impôt des plus riches. Joe Biden taxe ce qu'on appelle les rachats d'actions. Hein, c'est une des raisons qui pousse les indices à des records historiques, hein, notamment même, je cite, LVMH. Ils ont fait des rachats d'actions, donc évidemment qui ont profité aux, aux actionnaires principaux, dont Bernard Arnault. Donc le gouvernement ne veut pas augmenter l'impôt sur les plus riches et en même temps, il ne peut pas augmenter l'impôt des classes moyennes. Alors ça, il le voudrait, mais il ne peut pas parce qu'on est, on est au taquet au niveau de l'impôt sur les classes moyennes. Les classes moyennes françaises font partie des personnes les plus imposées au monde. Hein, si on prend l'impôt sur le revenu, la TVA, la CSG, les cotisations sociales et les cotisations patronales, on a vraiment ça, tous ces impôts pèsent énormément sur la classe moyenne. Et donc, la seule variable d'ajustement devient la durée de travail à salaire équivalent. Donc, en fait, cela passe par l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Et donc là, je vous ai mis un petit tableau, un petit graphique, hein, tout bête. Une personne qui gagne 2000 euros net par mois et qui souhaite malgré tout, partir à 62 ans au lieu des 64 ans, gagnera 0 euros pendant 2 ans au lieu de 1465 euros auxquels elle aurait eu droit sans la réforme Macron. Et si vous convertissez ce temps en argent, eh ben, ça correspond finalement, c'est comme si vous mettez un impôt sur cette personne qui gagne 2000 euros par mois, c'est comme si vous lui mettez un impôt de 35 136 euros. Alors évidemment, c'est 35 000 euros sur une carrière de, on va dire, d'une quarantaine d'années, mais ça fait quasiment, c'est comme si vous lui augmentez son impôt à de 1000 euros chaque année, 100 euros par mois d'impôt en plus. Alors, on ne peut pas augmenter de 100 euros par mois les impôts parce qu'on est très imposé, mais c'est une manière déguisée d'augmenter les impôts sur les classes moyennes. Vous augmentez la durée de départ à la retraite sans contrepartie, et donc ça vous fait un manque à gagner pour les classes moyennes, enfin pour quelqu'un qui gagne 2000 euros. Hein, alors un couple, évidemment, il faut faire x2. Une personne qui gagne 2000 euros par mois, c'est comme si vous lui enlevez 2 ans de sa vie, voilà, c'est 2 ans qu'il doit travailler en plus au lieu peut-être de profiter de ses petits-enfants, au lieu voilà, de faire de la vie associative, vous lui enlevez 2 ans de sa vie et ça équivaut à 35 000 euros de ponction sur, sur toute une carrière, ce qui est énorme. Donc évidemment, la colère d'un grand nombre de Français
est largement compréhensible. Elle est largement compréhensible. C'est pas faire du populisme ou de la démagogie que de dire que c'est que de dire que ce n'est pas compréhensible. 70% des Français sont contre la réforme. 90% des actifs, donc les premiers concernés, sont contre la réforme. 65% des Français soutiennent les mouvements de grève et de manifestation. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 6 avril 2023 et c'est la 11e journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Et plus surprenant, voire même plus choquant, selon un sondage Harris Interactive pour LCI du 22 mars, là encore, je vous cite des sources, 20%, 20% des Français approuvent le recours à la violence dans le cadre de la mobilisation. 20%, un Français sur 5 approuve le recours à la violence. Là, c'est même pas, on est contre la réforme, on est contre ce report de l'âge légal à la retraite, on est pour la manifestation. Ah non, c'est carrément 20% qui sont pour la violence, qui approuvent le recours de la violence. Donc on voit qu'il y a quand même une colère, c'est une colère, et là encore, je vous cite des sources, c'est des sources vérifiables. Je ne suis pas en train de vous sortir des journaux peu connus, c'est quand même des sources voilà, qui sont, on va dire, presque gouvernementales. Alors, mon opinion, la colère d'un grand nombre de Français, elle est compréhensible au moment où les riches n'ont jamais été aussi riches, puisque, évidemment, l'homme le plus riche du monde est français, la femme la plus riche du monde est française aussi. Alors, est-ce que pour autant, ces manifestations sont efficaces? Et là, moi, je suis beaucoup plus nuancé. Alors, pour moi, alors là, pour le coup, c'est mon opinion personnelle, les grèves, les blocages et certaines violences qui peuvent en découler sont contre-productifs. Sont contre-productifs et se retournent contre la population. Les gens à l'Élysée, à Matignon, eux, les violences, à la limite, ils s'en foutent, les grèves, ils s'en foutent, les patrons, les plus riches, ils s'en foutent aussi. Malheureusement, tout ce qu'on voit comme mouvements sociaux se retourne finalement contre d'autres personnes qui, elles aussi, subissent la réforme des retraites. Et je vais vous donner des exemples. Les policiers. Les policiers en première ligne face aux Black Blocs subissent des violences, parce qu'on parle des bavures policières, mais il faut aussi penser aux policiers qui subissent aussi des violences, qui sont des pères ou des mères de famille, c'est des policières, avec des enfants qui appréhendent chaque jour de ne pas voir leurs parents rentrer et qui en plus ne gagnent pas des fortunes. On ne peut pas dire que les policiers aujourd'hui, les CRS, c'est les grands gagnants du régime des retraites. Ce sont des gens de la classe moyenne qui aussi s'en prennent plein la tête sur le plan financier. Les commerçants, quand il y a des violences, les commerçants qui voient leur vitrine saccagée, ce sont aussi des personnes de la classe moyenne qui ont économisé une vie de travail et de labeur pour faire marcher leur commerce. Quand il y a des manifestations et qu'il y a des explosions de violence, alors attention, je ne dis pas que tous les manifestants sont violents, c'est une toute petite partie, mais quand bien même il y a quelques violences soutenues par 20% de la population, c'est un sondage, l'UHARIS, qui est victime de ces violences, de ces dérapages? Ce sont des personnes comme vous et moi, des personnes de la classe moyenne qui ont des commerces, etc. Pareil, les voitures brûlées, elles portent préjudice à qui? Pas à M. Macron, elles portent préjudice à des personnes dont c'est leur seul outil pour se rendre au travail. Encore autre exemple, les parents qui ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école parce que les professeurs sont en grève. Et ils ont raison d'être mécontents. Mais finalement, qui est pénalisé? C'est pas M. Macron, Mme Borne qui mettent leurs enfants dans des écoles privées où le mot grève n'existe pas. Ce sont encore des parents de la classe moyenne qui doivent rester à la maison pour garder leur enfant et des enfants qui prennent du retard dans leur scolarité. Encore la classe moyenne qui est pénalisée par les manifestations. Une partie aussi, les manifestants eux-mêmes, une partie des manifestants qui ne demandent qu'à manifester pacifiquement se retrouvent confrontés à la violence, aussi bien une violence qui émane aussi bien de certains extrémistes, Black Blocs, mais aussi de certains policiers qui finissent par perdre leur sang-froid. Oui, effectivement, il y a aussi des bavures policières, ça existe.
Et enfin, les personnes qui font grève se voient amputées d'une partie de leur salaire et se retrouvent encore plus esclaves du système. Et là, je vous cite un article publié dans BFM. Donc là encore, je vous cite des sources, hein, vous voyez, Forbes, 20 minutes, LCI, Louis Harris, BFM. C'est vraiment des sources très facilement vérifiables. Donc, qui explique, hein, la Macronie pense ou espère que les organisations syndicales n'arriveront pas à faire durer les blocages, contrairement aux dernières grèves. Faire grève, ça coûte cher, résume un membre du gouvernement, surtout dans un contexte d'inflation et de retour de vacances où les Français ont dépensé. Ce qui pourrait en dissuader certains de reconduire la grève durant des jours. Et donc, du coup, on voit bien que le gouvernement, il rigole. Le gouvernement, il rigole, il mise sur l'inflation. Souvenez-vous dans mes vidéos, l'inflation, elle ne vient pas de nulle part, contrairement à ce que dit Madame Lagarde. Elle ne vient pas de Monsieur Poutine. Elle est orchestrée par les autorités monétaires. Donc, on voit bien que finalement, toutes ces grèves, ces blocages qui sont compréhensibles, la colère des Français, elle est compréhensible, elle est justifiable. Mais on voit que le gouvernement s'en fout parce que d'une part, il sait que les premiers pénalisés par ces mouvements, bah, ce sont les classes moyennes elles-mêmes. Et je vous rappelle que ce gouvernement, lui, c'est un gouvernement qui soutient les riches. M. Macron, clairement, il s'en fout de monsieur, madame, tout le monde. Hein. Très clairement, lui, son cœur de cible, c'est les grands patrons du CAC 40, c'est les 0,1% les plus riches. Et ce n'est pas complotiste de dire ça, puisque dans sa philosophie, plus on donne de l'argent à ces personnes, à ces premiers de cordée, et plus, selon sa théorie, attention, plus ils vont créer de l'emploi pour les classes moyennes et les plus pauvres. Voilà, c'est ce à quoi il pense. Avant lui, on a eu Ronald Reagan aux États-Unis en 1980 et Margaret Thatcher qui ont eu la même vision d'esprit. Voilà, il ne s'agit pas de dire si c'est bien, c'est pas bien, c'est sa vision d'esprit. Et donc, pour moi, très clairement, il y a moyen, au lieu de manifester, en fait, on peut finalement s'affranchir de toutes ces contraintes de ce report de l'âge légal à la retraite en investissant. Et là, j'ai pris un exemple simple, vraiment, moi, avec des mathématiques, hein, le but, c'est pas de faire de la philosophie, hein, c'est de faire des maths. J'ai pris simplement une personne qui gagne 2000 euros, une personne seule, 2000 euros net par mois, et on n'est pas très très loin du salaire finalement moyen des Français, qui arrive à économiser 10%. Donc voilà, il faut s'efforcer à épargner 10%. Et là encore, ce n'est pas impossible, ce n'est pas infaisable. Moi, quand j'ai commencé ma vie, j'étais à ce salaire-là et j'arrivais à épargner bien plus que 10%. Alors oui, effectivement, moi j'étais un peu, voilà, peut-être un peu extrême, on va dire, j'étais voilà, pas très, très dépensier, mais j'arrivais à mettre, même en gagnant 2000 euros par mois, j'arrivais à mettre 30% de mon salaire. Je ne vous incite pas non plus à aller là, mais 10%, honnêtement, c'est jouable. C'est jouable. Et d'ailleurs, en moyenne, les Français arrivent à faire ça. Donc, ça vous fait 200 euros d'épargne mensuelle durant votre vie active. Donc, j'ai pris une hypothèse de retraite à la retraite, de salaire à la retraite de 1464 euros avec un taux de remplacement de 73% et un rendement de 3% supérieur à l'inflation. Là, pour simplifier, je raisonne ce qu'on appelle en euros constants. Donc, j'enlève l'inflation et je suppose que lorsqu'on fait une stratégie d'investissement, cette stratégie va rapporter 3% de plus que l'inflation. Donc, pour simplifier, j'ai mis une inflation à zéro et un rendement des actifs, de l'investissement, des stratégies d'investissement de 3%. Vous pouvez facilement retransposer ça. Hein. Si vous avez une inflation à 5, il est possible, honnêtement, de faire un rendement à 8%. Si vous avez une inflation à 2, qui est l'objectif des banques centrales, vous pouvez facilement avoir un rendement de 5% sans prise de risque excessive. Et là, bah, forcément, je simule, Macron passe sa loi, l'âge de départ à la retraite passe à 64 ans, mais la personne souhaite quand même s'arrêter à 62 ans. Donc si elle ne fait rien, que montre le graphique, donc elle va gagner 2000 euros par mois pendant toute sa carrière. Alors là encore, on suppose que le salaire suit l'inflation. Donc finalement,
je neutralise tout de l'inflation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle arrête à 62 ans, elle dit, moi, Macron, il me saoule, j'arrête. Donc, bah, évidemment, bah, pendant 2 ans, elle gagnera 0 €. Donc, elle va perdre 35 000 euros. Et ensuite, elle gagnera à la retraite 1464 euros. Bah, si elle investit à partir de l'âge de 25 ans, 200 euros par mois. Et attention, quand je dis investir, il faut être régulier. Hein, régulier. On investit 200 euros. Quand on gagne 2000 euros par mois, personne seule, on investit 200 euros par mois et on fait cet effort. On fait cet effort. On s'oblige à faire ça. Hein, on ne se disperse pas. On investit, on construit des stratégies patrimoniales. Et il faut le placer. Il ne s'agit pas de mettre 200 euros par mois sur le compte courant. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ça se fera manger par l'inflation. On investit 200 euros par mois dans des stratégies patrimoniales. Eh bien, non seulement, donc quelqu'un qui investit 200 euros par mois, non seulement il pourra partir à la retraite à 62 ans, donc il dit Macron, fuck tes 64 ans, moi je m'en fous. Donc, et en plus, ce qui est marrant, c'est que il va en plus pouvoir se verser un complément de salaire, on le voit, et donc il va accumuler un patrimoine qui, qui va atteindre un maximum à 62 ans égal à 160 000 euros. C'est énorme, hein, 200 euros par mois, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais placé sur une carrière, avec des stratégies patrimoniales intelligentes, hein, attention, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, eh ben, quelqu'un de 25 ans, en plaçant intelligemment son argent, 200 euros par mois, on ne parle pas de fortune, hein, c'est quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois en classe moyenne, arrive à avoir un capital en euros constants, donc en comptant l'inflation, hein, arrive à avoir un patrimoine de 160 000 euros. Et évidemment, ces 160 000 euros, il va les, les utiliser. Alors, le but de l'argent, c'est aussi de vivre. Hein. Ce n'est pas de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Eh ben, il va pouvoir les utiliser, hein, les réinjecter pour compenser ce trou provoqué par la réforme des retraites de Emmanuel Macron. Et non seulement il peut continuer, il peut s'arrêter à 62 ans enfin, 62 ans de travailler, tout en touchant, tout en utilisant ce capital accumulé, mais en plus, il peut, jusqu'à l'âge de 81 ans, il peut continuer à se verser un complément de revenus constitué personnellement, hein, la capitalisation, un complément de revenus qui lui permet de maintenir son salaire de 2000 euros net par mois jusqu'à l'âge de 81 ans. Donc il fait encore mieux que s'asseoir sur la réforme de Macron, dire à Macron et à son gouvernement, allez vous faire voir avec votre réforme des retraites, moi, je, je capitalise comme un grand à partir de l'âge de 25 ans. Donc non seulement il peut quand même partir à 62 ans à la retraite, ok, pendant 2 ans, il n'aura pas de salaire, mais il se sera constitué un patrimoine, et en plus, il pourra continuer à maintenir son salaire, non pas son salaire à la retraite, mais son salaire de salarié, pendant de 64 ans à 81 ans, 17 ans. Hein. Donc, vous voyez, 200 euros par mois que l'on investit intelligemment dès le début, dès l'âge de 25 ans, permet à la fois de s'affranchir de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, de la mettre en échec, et en plus de gagner 17 ans à la retraite, 17 ans de retraite totale égale au salaire qu'on a eu pendant sa carrière. Et ça, c'est mathématique, c'est des chiffres, vous voyez, c'est des tableurs Excel, hein, les hypothèses, elles sont là, hein, vous pouvez presque les reprendre, faire des calculs, et enfin voilà, voilà, ce sont des alors, ce sont des mathématiques, ouais, il faut savoir utiliser les multiplications, les puissances, etc. Mais ce sont des formules mathématiques documentées. Donc ça, c'est le premier exemple. Ensuite, bon, alors 25 ans, vous allez me dire, ouais, ok, j'ai loupé le coche, j'ai plus 25 ans. C'est pas grave. Vous avez 35 ans. À 35 ans, vous pouvez, si vous commencez à épargner à partir de 35 ans 200 euros par mois, alors évidemment, vous allez accumuler moins de patrimoine, mais vous pouvez partir à la retraite à 62 ans et dire à Macron, ta réforme des retraites, tu te la mets, voilà, tu la gardes, hein. Et ça peut vous permettre de partir à la retraite à 62 ans au lieu de 64. Et en plus, vous pouvez continuer à vous verser un complément de retraite avec ce capital accumulé, un complément de retraite pour arriver à 2000 euros par mois jusqu'à l'âge de 72 ans. Donc là encore,
en investissant à partir de 35 ans 10% de votre salaire net, 10% de votre salaire net, vous pouvez finalement être tranquille et en plus avoir même un complément de retraite supérieur. Et là, on a un point, on va dire ce qu'on appelle un point critique. L'âge de 45-46 ans apparaît un peu comme la limite pour commencer à investir dans le but de neutraliser l'impact de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Là, encore un exemple. Donc, vous voyez bien que plus vous y prenez tard, plus c'est difficile. Mais à 45 ans, donc 45-46 ans, à mon âge, bah, même quelqu'un qui n'a encore rien fait à 45-46 ans, en se mettant à investir 200 € par mois, donc s'il gagne 2000 € par mois, donc en investissant 10% de ce qu'il gagne tous les mois, il peut quand même s'arrêter à 62 ans en commençant à 45 ans. Il s'arrête à 62 ans et il peut, pendant les 2 années, auxquelles finalement il n'a plus droit à la retraite, puisque pendant 2 ans, Emmanuel Macron a décalé l'âge de la retraite, il peut quand même partir à la retraite à 62 ans et utiliser ce capital épargné entre 45 ans et 62 ans pour quitter le monde du travail et atteindre la liberté financière à 62 ans, même si M. Macron met la retraite à 64 ans. Donc, vous voyez, donc tout ça c'est possible. Et j'ai fait une dernière simulation. Alors, je ne vous l'ai pas montré ici parce que sinon, ça devient un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd, mais j'ai fait le cas de quelqu'un qui est carrément au SMIC, vraiment quelqu'un qui démarre sa carrière avec un salaire à 1400, 1450 € net par mois et qui épargne, qui démarre à 25 ans. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui vraiment finalement n'a pas de chance, c'est-à-dire que il démarre tard, et en plus avec finalement un salaire faible. Donc c'est encore plus vrai si vous démarrez par exemple à 18 ans. C'est encore plus facile, on va dire. La stratégie est plus facile encore à mettre en place si vous démarrez à 18 ans. Si vous démarrez à 25 ans, si vous commencez à 25 ans avec un salaire à 1400 € par mois et que vous épargnez 50 €, enfin 46 € pour être plus précis, on va dire 50 € par mois. Vous voyez, on ne parle pas de sommes énormes. Vous voyez, vous gagnez 1400 € par mois, vous épargnez 50 € par mois, donc 3% de votre salaire que vous investissez correctement. Et il existe des stratégies patrimoniales qui permettent de gagner de l'argent avec 50 € par mois d'investissement. C'est possible. Je vous en parlerai, mais c'est possible. Eh bien, en épargnant 50 € par mois à partir de l'âge de 25 ans, quand on ne gagne que 1400 € par mois, vous permettra de partir quand même à la retraite à 62 ans, sans perte de pouvoir d'achat induite par la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc, il existe tout un tas de stratégies financières qui peuvent, à votre échelle individuelle, alors oui, il y a des manifestations et tout, mais ça ne dépend pas de vous, les manifestations, les syndicats, le gouvernement, l'opposition, ça c'est quelque chose qui nous dépasse à tous. Moi, je n'ai pas la prétention de faire de la politique, mais à votre niveau, en investissant intelligemment, vous pouvez mettre en échec la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas de dire des choses sur la personne d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai rien contre lui. Il a été élu par le peuple souverain, par le peuple français. Il est tout à fait légitime. J'ai aucun problème avec ça. Mais pour vous permettre de mettre en échec sa réforme. Donc, il n'y a aucune attaque personnelle. C'est sa réforme à lui. Voilà. Donc, conclusion. Les Français ont raison d'être mécontents dans leur majorité contre les réformes en cours qui accentuent encore plus les inégalités. Ils ont néanmoins tort quant à la manière de manifester leur mécontentement qui se retourne contre eux et n'affecte nullement ni les plus riches ni le gouvernement. Et à défaut de faire tomber ce système, ce n'est pas mon rôle, il est possible de l'utiliser en manipulant les mêmes armes que les plus puissants, et ce, dès les premières années de la vie active. S'efforcer à épargner 200 € par mois quand on gagne 2000 € par mois mensuel, que l'on place dans des stratégies avec un rendement de 3% supérieur à l'inflation. Par exemple, si vous avez
une inflation à 5%, on peut générer un rendement à 8%, est tout à fait possible et permet à coup sûr à toutes les personnes âgées de moins de 45 ans, on avait vu dans les graphiques, de s'affranchir de la réforme des retraites que veut faire passer Emmanuel Macron. Donc si vous m'écoutez, que vous avez moins de 45 ans, vous pouvez assez facilement, en mettant en place les bonnes stratégies, de vous affranchir de la réforme d'Emmanuel Macron. Donc, c'est possible, mais ils ne sont atteignables que si on fait des choses. Il ne s'agit pas de mettre juste 200 € de côté par mois et de les laisser ça sur le compte courant. Ça ne marchera pas parce que vous avez l'inflation qui va venir bouffer votre épargne. Parce que nos dirigeants, ils ont deux armes en fait. Première arme, ils allongent l'âge de départ à la retraite. Ils allongent l'âge de départ à la retraite pour vous obliger à travailler plus longtemps pour financer les cadeaux faits aux plus riches. Et la deuxième arme, c'est l'inflation. Et on l'a bien vu dans un article de BFM, donc alors, je vous cite des sources, BFM, où même les ministres disent, avec l'inflation, les Français ne peuvent pas faire grève longtemps. Ils vont être pris à la gorge par l'inflation. Et donc, c'est quoi la stratégie? Il y a deux stratégies. Soit vous êtes très bien formé pour investir sur le long terme. Attention, je ne parle pas de trading, je ne parle pas de coût. Hein. On parle de stratégie patrimoniale, tout en ayant le temps de le faire. Donc il faut deux conditions. Soit vous êtes très bien formé et en plus vous avez du temps de vous occuper de vos investissements. Là, allez-y, foncez. Soit vous êtes accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui fera ce travail pour vous. Et le mot indépendant est très important parce que le but, c'est de construire une stratégie qui vous est bénéfique à vous, pour partir à la retraite plus tôt, et pas de faire une stratégie qui va faire gagner de l'argent à la banque. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'être accompagné, pour moi, par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, hein, qui n'est pas lié à un employeur qui a lui-même ses objectifs de performance et de vente de produits. Alors, même pour les personnes ayant un gros bagage financier, il n'y a pas de honte à être accompagné par un CGPI. Moi, je connais plusieurs personnes expertes en gestion de portefeuille et analyse financière qui se font accompagner par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, non pas par manque de compétences, mais juste par manque de temps. Voilà. Et le 11 avril prochain, à 20h, je présenterai justement un webinaire avec des stratégies précises pour générer une performance pouvant battre l'inflation avec un risque limité. Donc voilà, vous avez le lien en bas, en descriptif, en bas de la vidéo. Donc en conclusion, vous voyez, il est réellement possible. Alors pour cela, donc avant même de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, parce que le conseiller en gestion de patrimoine, il pourra construire avec vous des stratégies d'investissement qui peuvent allier plusieurs produits. Hein, ça dépend de votre patrimoine, de vos objectifs, de vos revenus, de votre situation matrimoniale, de vos projets professionnels, personnels. C'est pas si simple. Sinon, je vous dirais tout de suite dès là, bah voilà, vous investissez dans ça, et ça va marcher. C'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que je fais un webinaire d'ailleurs en comité restreint, parce que justement, c'est compliqué de s'adresser comme ça en public avec des noms de produits qui seront très bons pour certains, mais mauvais pour d'autres. Donc, euh, donc voilà. Et ça, la première chose, c'est de vous forcer à investir. Et ça il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ça, même le meilleur des conseillers en gestion de patrimoine ne pourra pas se mettre à votre place pour mettre de l'ordre finalement dans vos dépenses. Si vous êtes compulsif, si vous avez des dépenses compulsives, là, il n'y a que vous finalement qui pouvez agir sur vos dépenses, on va dire, vos dépenses de confort, des dépenses parfois injustifiées. Moi, je vois, hein, je commence à faire des bilans patrimoniaux de personnes qui me confient leur patrimoine. Et parfois, je vois, il y a 3 abonnements téléphoniques, vous avez parfois 3 assurances qui assurent le même sinistre, mais 3 assureurs différents. Ça sert à rien, parce que de toute façon, quand un sinistre arrive, il n'y a qu'un assureur qui va vous rembourser. Les deux autres vont dire, bah non, nous, donc ça sert à rien. Donc ça, voilà, donc très important. Hein. Première étape, vraiment,
vous rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine. Donc moi, clairement là-dessus, j'ai vocation à pouvoir vous aider. J'ai un bagage technique assez conséquent. J'ai travaillé 20 ans à mettre en place tout un tas de stratégies patrimoniales, des stratégies d'actifs pour des grands groupes, des grandes entreprises et pour les plus fortunés. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi une part qui peut venir que de vous, c'est votre volonté à épargner un minimum tous les mois. Et c'est les petits ruisseaux qui font les grands torrents. Voilà. Donc vous épargnez, vous vous faites conseiller, vous êtes déjà très bien formé, et ensuite vous investissez. Et donc en fait, en diminuant vos dépenses superflues, hein, bah, regardez d'ailleurs les plus riches, enfin les fortunes, hein, regardez Apple, regardez LVMH, regardez L'Oréal, vous avez leur grosse marge, la grosse marge de ces gens-là, c'est pas lié aux produits de première nécessité. Hein, vous n'avez pas besoin d'avoir un sac Chanel ou un parfum, je sais pas quoi, pour vivre. Et le dernier modèle de iPhone, hein, moi je vais vous montrer ici. Hein, voilà, moi j'ai un iPhone, parce que l'iPhone est quand même pratique, mais moi cet iPhone-là, je l'ai depuis 2016. C'est l'iPhone 6. Je n'ai pas besoin de remettre 1000, je ne sais pas combien, 1000, 1200 euros, je ne sais pas combien il coûte, dans un iPhone 14. Je n'ai pas besoin de faire ça. Si j'ai un peu d'épargne, je vais préférer investir ça dans des fonds actions, dans des stratégies d'investissement en fonds actions qui vont eux-mêmes investir dans des actions Apple ou dans des fonds sur le luxe, hein, LVMH, pour justement faire comme font les grands patrons. Hein. Parce que c'est ça qui est très marrant, c'est que les grands patrons de ces grosses boîtes-là, ce sont les derniers à consommer leurs propres produits, parce qu'ils savent que leurs produits sont très chers, ils sont fabriqués à base de matériaux qui sont très peu chers, et l'essentiel, c'est de la marge. Eux, ils sont malins, ils vont pas consommer leurs propres produits, ils vont faire de la pub pour que les gens consomment leurs produits, mais eux, au contraire, ils vont investir finalement dans des stratégies patrimoniales. Alors, ça peut être leurs propres actions, mais ça peut être aussi des stratégies immobilières, des stratégies en outre-mer. Ça peut être utiliser l'effet de levier du crédit. Hein. Aujourd'hui encore, bien que ce soit l'homme le plus riche au monde, Bernard Arnault s'endette. Paraît fou que l'homme le plus riche du monde fasse ça, mais Bernard Arnault a recours à l'endettement bancaire, à l'endettement sur les marchés pour acheter de nouveaux actifs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Hein. Voilà, donc je m'excuse, c'est vrai que je m'attarde là-dessus, mais ça, c'est vraiment le point névralgique. Hein, vous avez deux solutions. Soit vous achetez des passifs, hein, des choses qui, de toute façon, vont perdre de leur valeur, et donc du coup, vous êtes tributaire, vous êtes esclave du système. Soit vous, finalement, vous jouez le jeu du système, vous épargnez et vous vous faites, alors soit vous êtes formé, soit vous faites accompagner par un conseiller qui va mettre en place une stratégie personnalisée pour vous. À chaque personne a sa stratégie. Moi, j'ai une stratégie, mais je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est peut-être différente de ce qui est bon pour vous. Hein. C'est chaque personne a sa propre stratégie et c'est là qu'un bon conseiller en gestion d'investissement et de patrimoine a son importance. Si la même stratégie est transposable pour tout le monde, bah moi je vous le dirai aujourd'hui, hein, je vous dirai, bah voilà, vous investissez dans ça, vous allez devenir, vous allez gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Et les personnes que je suis, puisque je commence à suivre des personnes, des clients, puisque je suis agréé à l'ORIAS, elles le voient, si elles communiquent entre elles voient bien que je ne propose pas la même stratégie à deux personnes. Hein, c'est pas par plaisir. Moi, ça me fait plus de travail, mais c'est parce que chaque personne est différente. Chaque personne a ses projets et a un besoin d'accompagnement spécifique. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je ferai peut-être un point de marché à la fin de la semaine pour vous parler d'un choc pétrolier qui est en cours. Donc, je ferai encore un point de marché. Et puis, bah, celles et ceux qui sont intéressés pour connaître un peu des opportunités de marché plus précises, je vous donne rendez-vous pour le webinaire du 11 avril à 20 h. Voilà, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.